Du coup, tout le monde m'entend bien, on est C'est bon. magnifique. Ouais. Parfait. Alors, du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je Je m'appelle m'appelle Noémie, Noémie. j'ai J'ai 20 20 ans ans et et je suis pilote et j'ai décidé du coup de faire un tour de France. Alors, j'ai toujours su que je voulais devenir pilote de ligne depuis mon plus jeune âge. J'ai eu l'occasion de faire ma première leçon de pilotage à mes 14 ans, du coup. Je suis tombée tout de suite accro au pilotage et j'ai décidé du coup de m'inscrire dans un aéroclub à Logne, à côté de chez moi, pour pouvoir commencer du coup mes leçons de pilotage et passer mon PPL que j'ai eu en 2018 quand j'avais du coup 18 ans. Je me suis juste après du coup lancée dans un ATPL à Cork, du coup, que j'ai fait en cursus modulaire. Lorsque j'ai du coup eu mon ATPL, il m'a fallu, pour pouvoir continuer mon stage du coup CPL, IR, MCC, etc., un certain nombre d'heures de vol, à savoir 170 heures, dont 100 heures en commandant de bord, que je n'avais pas, car j'ai décidé juste après mon PPL de partir directement en formation ATPL. J'ai dû donc, à la fin de mon ATPL, rentrer en France pour pouvoir du coup faire ce fameux mûrissement. Quand je suis arrivée en France, du coup, je me suis posé la question à savoir comment j'allais faire du coup ces 100 heures à peu près de vol en commandant de bord. Je me suis vite rendu compte que faire des petits locals autour de la maison, emmener des amis, faire du partage de frais, etc., c'était sympathique, mais c'est pas non plus ce que je souhaitais parce que ça allait pas forcément m'apporter énormément au niveau de l'expérience et surtout au niveau de mon mûrissement. Du coup, j'ai décidé de faire un tour de France. C'est une idée qui m'est venue comme ça en tête. J'ai vachement accroché avec cette idée. Maintenant, le hic de l'histoire allait être les finances. Parce que faire un tour de France, c'est génial, mais ça coûte un prix, enfin, ça a un certain coût. Du coup, j'ai décidé de me faire sponsoriser. Pour cela, j'ai créé une association qui s'appelle du coup Novembre Eco, pour principalement paraître plus professionnel. J'ai également créé du coup une page internet et des réseaux sociaux pour l'association, en expliquant du coup tout mon projet, pourquoi j'ai décidé de faire ça, etc. Je me suis ensuite lancée dans un dossier de sponsoring pour pouvoir du coup commencer à démarcher pour mon projet. J'ai principalement visé les entreprises qui travaillaient dans l'aéronautique. J'ai cherché et appelé les exposants de la liste du Bourget. J'ai donc cherché pendant un peu plus de 6 mois des sponsors, appeler beaucoup d'entreprises, envoyer mon dossier de sponsoring, euh, expliquer autour de moi mon projet, etc., tout en relayant toutes ces informations-là sur les réseaux sociaux pour tenir informées les personnes et bah, euh, pouvoir partager mon expérience. Après avoir réussi à trouver certains sponsors, j'ai dû donc montrer des contrats de partenariat envers les entreprises et mon association. Du coup, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps, à savoir oui, un peu plus de 6 mois avant mon Tour de France. Donc ça a été beaucoup de paperasse, beaucoup d'appels téléphoniques et beaucoup de courage, on va dire, parce que c'est quand même pas forcément dur à faire, mais c'est vrai on passe beaucoup de temps à appeler toutes les entreprises, à envoyer des mails, etc., sans forcément avoir de réponse positive ni de réponse tout court, en fait. Donc c'est vrai que ça a été très long, mais ça en a valu le coup, parce que du coup, j'ai réussi à récolter 4 350 euros avec mes sponsors, donc tout confondu, j'en ai eu plusieurs. Du coup, il faut savoir que mon Cessna, du coup 172, l'avion avec lequel j'ai fait mon tour de France, je l'ai loué 160 € de l'heure.
avec l'essence comprise. Du coup, l'argent de mon sponsoring est principalement passé dans la location de cet avion. L'argent a également servi à tout ce qui est taxes aéroportuaires, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis partie sur 2 semaines et que du coup, à chaque fois qu'on se pose sur un terrain, il faut payer les taxes de parking, mais également les taxes d'atterrissage. J'ai également passé pas mal de temps à appeler tous les terrains sur lesquels j'ai décidé d'aller pour leur expliquer mon projet. Et certains d'entre eux ont bien voulu, du coup, m'exonérer des taxes d'atterrissage et de parking. Du coup, j'ai eu à peu près 300 € de taxes aéroportuaires, mais ça aurait été majoré si certains des terrains n'auraient pas voulu m'aider dans ce projet-là. Et au total, mon Tour de France, du coup, m'a coûté environ 6 500 €. Donc, ça peut donner une idée à peu près de ce que représente mon tour. Pour ce qui concerne du coup mes sponsors, je vous ai mis une photo de chaque sponsor. Du coup, j'ai eu l'entreprise Mekaboy, j'ai eu l'entreprise APAO, Atlantic Flight Training Academy, c'est l'école avec laquelle j'ai fait mon ATPL et avec laquelle je vais finir mon CPL, etc. Donc c'est mon école irlandaise à Cork. J'ai eu la Fédération française des femmes pilotes, que je remercie énormément de m'avoir soutenue dans ce projet, et également Safe Team. Je pourrais revenir sur les associations, enfin sur les entreprises qui m'ont sponsorisé si ça vous intéresse à la fin de mon diaporama, il n'y a aucun souci si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Pour parler de mon tour, du coup il a duré 2 semaines. Je suis partie 2 semaines avec mon petit Cessna. J'ai fait du coup 17 terrains différents. En cumulé, du coup, j'ai réussi à faire 35 heures de vol. J'en retiens des rencontres aéronautiques. Ça m'a permis de partager et de rencontrer certaines personnes sur les terrains. J'ai également réussi et mis en avant les femmes dans l'aéronautique parce que, bon, on va pas se mentir, on est quand même pas beaucoup. Et je trouve ça génial d'avoir pu prendre mon avion et faire un tour de France avec mon petit avion pour mon enjeu professionnel. Je tiens à dire aussi que j'ai voulu et j'ai respecté ce que j'avais envie de faire. Pendant ce Tour de France, je n'ai utilisé aucun GPS, donc c'est-à-dire que j'en avais un dans l'avion, mais j'ai décidé de ne pas l'utiliser. J'ai fait tout mon Tour de France uniquement avec des cartes. Pourquoi ça? Parce que pour moi déjà c'était un peu plus challenging, si je puis dire. Je trouve que c'est plus intéressant. J'ai toujours préféré avoir mon log de nav, ma montre et pouvoir du coup comparer ce que je vois à l'extérieur avec ce qu'il y a sur ma carte. Ça a été une bonne expérience parce que forcément quand on prend sa carte et qu'on fait des tours autour de la maison, c'est simple parce qu'on connaît notre terrain, on est un peu dans notre zone de confort. À l'inverse, quand on part dans des endroits qu'on ne connaît pas du tout, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas vous mentir, je me suis perdue pendant mon Tour de France. Donc, mais c'est une bonne expérience que je retiens parce que même si on se perd, j'ai réussi à me retrouver. Donc, c'est quelque chose pour moi de très important, si je puis dire. Et puis, c'est quelque chose aussi que je n'aurais pas réussi à vivre si je l'aurais fait avec le GPS, forcément, parce que lorsqu'on fait une navigation au GPS, on n'a pas trop de soucis, si je puis dire, à se poser sur le fait que on va se perdre ou pas. Enfin, je dirais que c'était une belle expérience humaine parce que moi, ça m'a permis aussi de voir, si vous voulez, je ne suis jamais partie 2 semaines avec mon avion faire un tour de France comme ça. Donc c'était une belle expérience aussi bien personnelle pour moi que humaine parce que sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal partagé du coup tout ça. Et j'ai eu beaucoup de retours en fait de plein d'autres pilotes. Donc c'était une belle expérience de ce point de vue-là. Si je mettais en avant du coup certains points forts,
s'il vous plaît, ne me demandez pas quel a été mon moment préféré, je ne saurais pas du tout vous répondre. C'était vraiment c'est compliqué de choisir son moment préféré. Mais en tout cas, j'ai quand même des moments forts de mon point de vue. Le premier vol que je pourrais mettre en avant, du coup, c'est le vol Beauvais-Morlaix, qui était le plus long du coup du tour. Donc j'ai fait 4 heures de vol non-stop. Donc c'était le plus long du tour, mais c'était aussi le plus long tout court de toute mon expérience de pilote. Du coup, c'était un vol très intéressant parce que déjà, c'était magnifique, on se le dise. Mais également parce que au bout de 4 heures de vol, la fatigue se ressent. Et donc, c'était un travail un petit peu personnel avec le cumul de la fatigue, de réussir à prendre sur soi, sur la fatigue qu'on a accumulée et à réussir à rester concentré. Au bout de 4 heures de vol, c'est vrai que je ne sais pas si, certainement, vous avez déjà volé plus de 4 heures ou pas. Mais c'est vrai que si vous le faites un jour, moi j'ai eu, c'est vrai qu'à la fin, j'étais contente de me poser et de faire une petite pause. Ensuite, le départ de Ouessant, j'en garde un très bon souvenir parce que déjà j'ai décollé et j'étais juste au-dessus de la mer. Donc déjà c'était très joli. Et j'en garde aussi un bon souvenir parce que les conditions météo n'étaient pas forcément très bonnes. C'était du coup ma navigation du jour, c'était Ouessant-Belle-Île. Et du coup, le plafond était plutôt bas. J'ai pris la décision de partir parce que je savais que je n'avais pas de problème de relief. Toute ma navigation se ferait au-dessus de la mer. Donc en fait, même si le plafond était bas, j'avais pas de problème de me dire bon là j'ai un relief, je pourrais pas passer au-dessus. J'en garde un bon souvenir parce que j'ai fait à peu près ma navigation donc en 600 et 700 pieds sol, donc au-dessus de la mer. C'était super beau parce que c'est vrai que moi je suis habituée à voler en Île-de-France. Donc c'est très particulier. Et enfin, je dirais la Corse, parce que c'était du coup ma première traversée. J'ai fait du coup le premier vol. C'était le vol Albi Propriano. C'était un vol très impressionnant déjà rien que au niveau de la préparation, parce que j'avais jamais volé dans le sud de la France. Et quand on prend notre carte et qu'on ouvre la carte du coup du sud-est, on voit énormément de zones. Donc ça peut paraître un peu effrayant. J'avais beaucoup d'espaces delta, de zones papa, etc. Donc j'avais déjà une bonne préparation nav avant même de partir. Après, bon, quand on est en vol, c'est vrai que le contrôle est très arrangeant, donc tout se passe très bien. Mais c'est vrai que déjà, rien que sur cette partie-là, à se dire, bon, j'ai toute la côte sud à traverser, enfin une bonne partie, c'était déjà très impressionnant. Et ensuite, renchaîner sur la traversée que je n'avais jamais faite, c'était un vol très instructif, si je puis dire. Surtout que je n'ai pas utilisé le GPS non plus pour la traversée. Donc j'ai fait la traversée de Saint-Tropez, du coup de Vord de Saint-Tropez au Vord d'Ajaccio, si je ne m'abuse. Du coup, au Vord. J'ai vécu différemment la première traversée de la deuxième, tout simplement parce que lors de la première traversée, j'ai décidé de monter au niveau de vol 95. Mais mon petit Cessna avec 160 chevaux et qui n'a pas de turbo a eu un peu de mal à monter au niveau 95. Donc en fait, si vous voulez, pendant toute cette fameuse traversée, j'étais très concentrée sur mes paramètres, aussi bien mon VOR pour garder le bon cap, mon altitude, mes paramètres du coup de montée pour atteindre ce niveau. Et aussi parce que les conditions étaient très très bonnes. On avait Cavoc, etc. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais lorsque je suis montée au niveau 95, je suis arrivée au niveau de la couche d'inversion. Et il s'avère que j'étais limite en condition IMC. Donc c'était vraiment un vol particulier. Alors, je ne peux pas dire que j'étais en IMC parce que j'étais pas dans les nuages, mais la visibilité était vraiment, pas mauvaise, mais ouais, vraiment dégradée.
Du coup, voilà. À l'inverse, si je parle de mon retour, du coup, de ma deuxième traversée, Propriano-Cannes, c'était très différent parce que j'ai décidé, du coup, j'ai appris de mes erreurs de ne pas monter aussi haut. Du coup, je suis restée au niveau 65. Mais du coup, j'ai atteint ce niveau beaucoup plus rapidement. Et j'ai réussi aussi à me rendre compte, et je me suis rendu compte aussi, que en fait, autour de moi, j'ai vu comment dire, la Corse s'éloigner et je me suis retrouvée pendant un moment juste entourée d'eau. Et à ce moment-là, on se pose la question, on se dit, bon, si il nous arrive quelque chose, il va falloir amérir. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on se pose quand même la question en se disant, mince, s'il nous arrive quelque chose, on a toujours ce petit côté de stress en se disant, bon, j'espère que tout va bien se passer. Au final, tout s'est bien passé, heureusement. Mais voilà, du coup, aussi, ma première traversée, je l'ai vécue différemment du retour, si je puis dire. Et enfin, mon vol au départ de Cannes, j'en garde aussi un bon souvenir, principalement parce que le sud, c'est magnifique, mais aussi parce que du coup, donc cette fois-ci, c'était ma navigation Cannes-Valence. Et j'ai rencontré un problème qui n'était pas vraiment un problème, mais disons que lors de ma préparation, j'avais les reliefs, les fameuses montagnes, tout simplement, qu'on n'a pas en Île-de-France. Du coup, voilà, c'est une autre manière de penser et d'organiser, de préparer sa nave, parce que voilà, mon avion, il ne peut pas forcément passer au-dessus de tous les reliefs et de toutes les montagnes. Donc voilà, c'était une autre façon de voir les choses et c'était aussi impressionnant parce que par moments on se retrouve dans des petites vallées et puis on a des montagnes à côté de nous qui sont presque à la même altitude que nous. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Voilà. Enfin, si je pouvais du coup en déduire et du moins faire un petit bilan du coup de ce Tour de France, je dirais que ça m'a apporté énormément d'expérience à voir différents terrains parce que c'est vrai qu'on est habitué, aussi bien moi que vous, je suppose, si vous avez votre base à un certain endroit. Moi, je sais que je vole à Logne, je connais très bien les terrains qui sont autour. Mais du coup, on est un peu dans notre zone de confort. Donc, pouvoir sortir et découvrir d'autres terrains, ça amène un petit peu un certain challenge. Et puis j'aime ça. Ça nous permet aussi de mieux préparer, enfin pas de mieux, mais disons de bien préparer ses arrivées, de bien faire attention à chaque terrain parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous des particularités. Ça m'a aussi permis de découvrir de nouvelles zones et de nouveaux espaces. Ça m'a aussi permis d'améliorer du coup ma rigueur dans tout ce qui est préparation et suivi des navigations. Parce que pour la préparation, typiquement les vols comme Albi, Corse, ça demande beaucoup plus de travail que un vol classique ou un local, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est suivi des naves, ça m'a permis d'être un petit peu plus rigoureuse parce que je pense qu'on a tous un peu des lacunes, si je puis dire. Moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte de mes points positifs et de mes points négatifs, à savoir que typiquement, je faisais mes logs de nav, mais par moment, je les suivais pas forcément. Et ça m'a permis aussi de devenir un peu plus rigoureuse, du moins, sur le suivi de mon log de nav pour éviter de me perdre ou de pas, comment dire, pour éviter de me perdre tout simplement. Et ça m'a apporté également du professionnalisme parce que ce Tour de France, je l'ai fait principalement grâce à mes sponsors. Donc en fait, ça m'a permis aussi de devenir plus professionnel, à savoir, si vous voulez, il ne me suffisait pas de faire mon log de nav, préparer ma nav et partir en vol. Il fallait également qu'à chaque fois, aussi bien en vol qu'au sol, je prenne des photos, que je publie sur les réseaux sociaux et que j'aille rencontrer mes sponsors. Encore ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, typiquement, c'est pour vous remercier et voilà.
Et enfin, une maîtrise de soi, je dirais principalement avec la gestion et le cumul de la fatigue, parce que moi, je n'avais jamais eu l'occasion de partir 2 semaines avec mon avion et de voler tous les jours. Donc c'est vrai que souvent, quand on vole en aéroclub, on vient tous les 2 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est de voler tous les jours, de préparer des naves plus ou moins longues et de tout le temps aller sur des terrains qu'on ne connaît pas. Donc ça m'a permis de voir aussi moi, de connaître mes limites et de voir ce dont j'étais capable. Donc voilà. Si je pouvais conclure, faire une conclusion sur ce Tour de France, je dirais qu'il m'a énormément apporté. Et je remercierai jamais assez mes sponsors de m'avoir soutenu et de m'avoir aidé dans ce Tour de France, parce que je pense que actuellement c'est ma plus belle expérience aéronautique. Et je souhaite à tout le monde, et j'encourage tout le monde à le faire si vous avez l'occasion de faire une expérience, pas forcément un Tour de France, mais si vous avez l'occasion de monter un projet et de faire ce que vous avez envie de faire et de réussir à accomplir un projet personnel. Et je trouve ça juste génial. Du coup, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu et merci de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre question sur mon Tour de France, je suis à votre écoute et je serai très heureuse d'y répondre. Merci beaucoup. Donc, c'était formidable. Bravo à toi d'avoir accompli tout ça. Et je vais laisser, moi j'aurai des questions, mais je vais laisser les autres poser leurs questions d'abord. D'accord, pas de souci. Ceux qui ont une question, vous pouvez remettre votre micro. Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais juste la féliciter pour son parcours et que la présentation était super. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plaisir. On entend le bruit de ton avion, non? On entend un bruit. Oui, je suis à l'aéroclub, j'avoue. Ah, d'accord. T'as réussi à y aller? Oui. J'habite pas loin, donc Ah oui. voilà. Très bien. T'es en mission secrète? C'est ça, c'est un secret, il faut qu'on le garde entre nous. Ils ont réouvert les aéroclubs? Non. Non. C'est juste pour l'entretien ou les obligations administratives. Ah, d'accord. Il y a Corinne à qui j'avais demandé de participer, qui est à la tour de contrôle. D'accord. Et oui, moi, j'avais des questions. Est-ce que ton association, tu la gardes, elle pourrait servir à d'autres filles qui veulent faire la même chose? Alors, pour le moment, en effet, mon association, je la garde, je compte pas l'arrêter. C'est vrai que c'est quelque chose qui dort, si je puis dire, pour le moment. Je pense que quand j'aurai plus de temps, si je puis dire, ou quand j'aurai du temps à y consacrer, je la referai vivre, en effet, pour aider éventuellement des personnes qui souhaitent avoir un projet comme le mien. Parce que, en fait, j'ai déjà, surtout au niveau de tout ce qui est papier, c'est-à-dire que dossier de sponsoring, contrat de partenariat, etc., c'est quelque chose d'un peu, c'est pas impossible à faire, mais c'est pas forcément simple quand on n'est pas forcément dans la partie. Donc, si je peux aider certaines personnes comme moi qui souhaitent faire un tour ou qui ont un projet, je le ferai avec plaisir. Oui, parce que nous, ça nous intéresse d'envoyer des femmes ou des jeunes femmes pour faire la même chose. Effectivement, c'est comme tu disais, au lieu de faire des heures de vol en tournant dans la même région, c'est une expérience formidable. On a tellement de terrain sur notre pays. Grâce à l'aviation populaire, on a une palette de terrains absolument variés, des terrains en herbe au bord de la mer, en montagne, sur les îles. Les îles, il y a surtout la Corse. Il y a Belle-Île aussi. Tu t'es posé à Belle-Île? Alors,
oui, je me suis posée à Belle-Île, c'était ma navigation Ouessant-Belle-Île. J'y suis pas restée, normalement je devais dormir là-bas, mais les conditions météo du lendemain étaient catastrophiques et elles ne m'auraient pas permis de repartir le lendemain. Du coup, j'ai décidé de dérouter, si je puis dire. C'était pas vraiment un déroutement en vol, mais un déroutement enfin, de changer le programme de mon Tour de France. Du coup, j'ai été à Angers à la place de rester à Belle-Île, mais je me suis posée, j'y suis restée à peu près 4-5 heures, je dirais. Voilà. Et Belle-Île, tu en as fait le tour? Moi, j'étais allée dormir chez des gens qui avaient une maison là-bas. Le tour est très joli. Hein. Ah bah moi j'ai fait le tour en avion. Oui, en avion. Voilà, j'ai fait le tour en avion et c'est pareil, la Corse, j'ai fait le tour de la Corse avant de repartir. Ah oui, alors, encore mieux. Ah bah oui, non, mais de toute façon, après, je me suis dit, on fait pas tous les jours un Tour de France, donc en fait, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, je me suis pas mis de contrainte, en fait. Si j'avais envie de faire quelque chose, je l'ai fait. Et c'est vrai que le Tour de la Corse, moi, c'était la première fois que j'y allais. Je me suis dit, non, je peux pas juste faire un aller-retour à Propriano. Je suis à Propriano, c'est l'occasion de faire un tour de la Corse. Donc, je l'ai fait. Et Belle-Île, c'est pareil. C'est une petite île. Ça prend 15 minutes, même pas en vol, de faire le tour. Et ça vaut le coup. Du coup, oui, je l'ai fait. Et pour la Corse, est-ce que tu as eu cette sensation qu'à un moment donné, on ne voit plus la différence entre l'eau et le ciel? Et on ne sait pas plus forcément si on est plat ou autre. Est-ce que tu as eu cette sensation-là quand tu as traversé? Alors, non, j'avoue que j'ai pas eu trop de problèmes. Non, j'ai pas eu trop d'illusions sensorielles, si je puis dire. Juste éventuellement à l'aller où, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on avait un ciel bleu, mais il y avait vraiment une couche d'inversion. Et là, en fait, vraiment la visibilité s'est dégradée d'un seul coup. Où là, j'étais vraiment dans mon avion et j'étais limite en train de. Enfin, oui, je faisais confiance à mon horizon artificiel. Donc, mais sinon, non, j'ai pas eu ce problème-là de vraiment. Non, j'ai pas eu ça. Ce qui est dangereux, c'est quand on a une couche de nuages et qu'on n'est pas très haut sur la mer, en dessous d'une couche de nuages. C'est la même couleur, la mer et les nuages. Et moi, une fois, au retour du Maroc, j'ai un élève qui descendait en dessous de 1000 pieds. Je lui ai dit, tu vas aller jusqu'où comme ça? Il risquait d'aller descendre jusqu'à la mer sans s'en rendre compte. C'est peut-être, ouais, en effet, c'est la mer qui se reflète sur les nuages. Moi, je sais que j'ai vraiment pas eu de nuages aussi bien. Mes deux traversées, c'était vraiment tempête de ciel bleu, c'est le cas de le dire. J'avais vraiment un ciel bleu magnifique. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu cet effet-là. Et t'as pas fait de terrain un petit peu à usage restreint, un petit peu difficile avec... Non, j'ai pas fait de terrain à usage restreint. Je sais que Belle-Île, c'était mon premier terrain avec une piste aussi courte. Ah oui. Sinon, non, j'ai pas fait de terrain à usage restreint. Le problème aussi était que il fallait que je fasse attention sur les terrains sur lesquels je devais me poser parce que du coup, mon avion, je le louais avec l'essence. Mais il fallait que je me pose sur un terrain qui avait une carte, une station Total ou BP. Donc il fallait que je choisisse mes terrains en fonction de ça. Et on était chargés parce qu'on avait toutes nos affaires, on avait des bidons d'eau aussi quand on faisait du camping. Donc en fait, on était souvent à la masse max. Et des terrains avec une petite piste et en herbe, la plupart du temps, ça passait pas parce qu'il suffisait qu'il fasse un peu chaud. En plus, comme je l'ai fait en août, c'est vrai qu'au niveau des performances, on était un peu restreint. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de terrain restreint ou un peu compliqué avec des petites pistes. Ah oui. Vous avez campé sur les terrains en herbe? À Propriano, on a dormi à côté de l'avion. On a fait 2 nuits à Propriano et je crois que c'est ma meilleure expérience de camping, c'est-à-dire que j'ouvrais ma tente, j'avais mon avion à côté de moi et les montagnes en face. C'était vraiment le rêve. Donc voilà. J'aimerais bien organiser un Tour de France en petit avion pour les femmes pilotes. J'avais eu l'occasion d'en faire un avec le club Gamma d'Étampes. C'est un club militaire, mais qui est ouvert aux civils. Et on avait fait le Tour de France des vignobles
avec des terrains un peu particuliers comme Bédarieux, qui est un peu un altiport. Et on était à 4 dans le Robin DR 400-180, avec nos tentes quechua dans le coffre, et on a campé beaucoup sur les terrains en herbe. C'était extraordinaire comme expérience. Vraiment, c'est un excellent souvenir. C'est souvent les meilleurs souvenirs, ouais, je suis d'accord. Si tu as un autre projet, sache qu'on est en train d'étudier au niveau de la FFP, de pouvoir faire des appels de fonds sur notre site. Comme tu as fait, je ne sais pas si sur Facebook ou je ne sais pas par où tu as fait tes appels de fonds, mais là, peut-être qu'en 2021, on pourra nous ouvrir le site pour faire ce genre de choses, pour des projets comme les tiens. Donc si un jour tu as l'idée d'aller un peu plus loin, je ne sais pas moi, faire le tour, un petit peu les tours des pays qui sont limitrophes à la France, et bien, si tu veux repartir là-dedans, bah, tu nous recontactes et là, on pourra peut-être faire ce genre de choses, un projet sur notre site. Voilà. Ok, bah, c'est très gentil. Je sais que là, pour le moment, j'ai pas trop de projets qui me trottent dans la tête, surtout avec le Covid, trouver des sponsors en cette période, c'est très très compliqué. Mais je pense que si je dois me relancer dans quelque chose, oui, ça sera où j'irai dans des pays étrangers. Parce que maintenant, moi, mon prochain objectif, si je puis dire, c'est de sortir de la France. Ou éventuellement de partir dans un tour. Alors, je sais que j'aurais beaucoup aimé faire le tour aérien des jeunes pilotes. Mais du coup, quand ils vont... Enfin, je m'étais inscrite cette année. Sauf que avec le Covid, ça a été annulé. Et ils l'ont reporté pour l'année prochaine, mais d'ici l'année prochaine, je serai CPLIR, donc je ne pourrai plus y participer. Mais éventuellement faire peut-être le raid de la TECOR ou des expériences de ce type. Je sais que je suis vraiment friande de tout ça. C'est des expériences uniques et je me dis qu'avec pas mal d'autres pilotes et d'autres personnes, ça peut être aussi une expérience parce que là, c'était une expérience géniale, mais j'étais seule et je pense que le faire avec d'autres personnes, d'autres pilotes, bah, ça multiplie en fait les souvenirs en mieux, si je puis dire. Donc voilà, peut-être prochain objectif, on verra bien. Ouais, c'est toute une organisation, mais c'est bien. Quand on l'avait fait, il y avait une personne qui s'occupait de la météo, une personne qui s'occupait des NOTAM, et une autre qui s'occupait des pique-niques. Enfin, c'était vraiment bien organisé. Un autre qui s'occupait des commandes de vin. C'est important le vin, hein. Il faut pas... Ah, c'est la culture française. Et non, c'était très, très rigolo. C'était plein d'aventures différentes. Et, effectivement, on a vu aussi bien à Saint-Laurent-en-Médoc un vigneron qui faisait du château Margaux et qui volait à l'aéroclub, que du vin naturel à Bédarieux. Il travaillait la terre avec ses chevaux et il traitait la vigne avec des tisanes, que du Bourgogne ou des vins allemands au bord de la Moselle. Enfin, ils ont tous plein d'histoires à raconter, les vignerons. C'était intéressant. Ah bah, j'imagine. Et là, au niveau de l'association, on a une demande des Marocains parce qu'il y a un monsieur qui nous a proposé qui nous a demandé de l'aider pour... c'est le frère de la première femme pilote professionnelle du Maghreb au Maroc. La pauvre, elle s'est fait assassiner à l'âge de 20 ans, Touria Chaoui. C'est son frère avec qui on est en contact qui a écrit un livre sur sa vie, qui donc a demandé avec une association marocaine et le syndicat des pilotes marocains, qui est dirigé par une femme d'ailleurs actuellement, ils ont demandé qu'on nomme l'aéroport de Fès à son nom. Et ils voulaient faire quelque chose à la journée des femmes, là, dont un rallye, mais je pense que ça va être reporté aussi. Ils aimeraient qu'on les aide à organiser un rallye féminin là-bas. Alors, voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse de participer à l'organisation ou d'y participer. Ça peut y participer, tout va dépendre de quand est-ce que ça va se faire. Et puis, mais moi, je suis toujours preneuse d'expériences comme celle-ci, donc pourquoi pas.
Bah, ça sera pas, oui, je pense, voilà, pas avant l'été prochain ou l'automne, à voir avec le Covid, et puis la météo, savoir les meilleures périodes. D'accord, bah écoutez, moi si je suis disponible à la période à laquelle c'est prévu, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Formidable, bah, on réfléchit à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Judith, tu penses faire partie du... Tu penses essayer de faire le Tour de France? Ah, on t'entend pas? Judith? Ah, ça marche pas ton micro? Des problèmes techniques? Oui, Judith, elle m'a dit que, elle pensait s'inscrire pour le Tour de France. Donc, peut-être que si elle a des tuyaux à te demander pour la sélection, elle pourra... Après, moi, la sélection, du coup, j'ai pas eu l'occasion de la faire. Donc, D'accord. je me suis vraiment inscrite. J'attendais le mouchard, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin la petite boîte qui enregistre les données de vol. Et en fait, bah, je l'ai jamais reçu parce qu'ils ont annulé. Ah, bon, d'accord. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire les sélections. Ah oui, mais ils les font avant, enfin ils les font au printemps ou... Ah oui, oui, bah, elles devaient être faites. Moi, je sais que je me suis inscrite en janvier ou février. Mais avec le Covid, du coup, ça a été annulé très rapidement, en fait. Hmm. Ok. Alors il fait beau dans le nord, Alain? Il doit faire le même temps que, toi, que chez toi, il fait moche, moche, moche. Ah. C'est triste. Non, il y avait un peu de soleil aujourd'hui, un petit peu. Ouais. Nous, légèrement ce matin, mais autrement, non, il fait vraiment moche. Il pleut pas, c'est déjà ça. Alors Noémie, Alain est dans notre commission histoire des femmes pilotes et nous a fait un travail monumental, beaucoup de brochures sur les différentes femmes pilotes françaises. Et d'ailleurs, ça me fait penser à certains rallyes qu'elle faisait, et celui que fait Noémie, ça me fait penser à ça, quoi. C'est vrai que c'est bien partir toute seule. Bravo, bravo. C'est gentil. Alors aussi, sans le GPS, c'est vraiment l'art des pilotes. Ah, elle n'a plus de micro. Ok. Je peux lui parler par téléphone, je dis. Vous étiez deux, c'est ça, pour le tour? Vous êtes partis à deux et un avion, c'est ça? Moi, pour mon tour à moi, non. Moi, je suis partie toute seule. Enfin, c'est vraiment un tour perso. Par contre, j'avais un copilote avec moi qui n'a rien fait. Enfin, c'était vraiment mon tour. C'était moi qui pilotais, etc. Mais comme j'avais une faible expérience, j'ai préféré partir avec un autre pilote. Si tu veux poser ta question par téléphone. C'était quelqu'un de club aussi à Ligne? Ah oui, oui, conversation, oui. Ouais, ce sera plus simple. Ok, d'accord. Pardon, du coup, j'ai pas entendu votre question. Non, je disais, c'était quelqu'un de Logne, c'est ça, du club. Oui, c'était quelqu'un de Logne aussi, de mon club. Voilà, voilà. Du coup, vous avez... pour aller en Corse, vaut mieux deux pour aller en Corse. Oui, bah en plus, comme je ne l'avais jamais fait et que voilà, j'ai décidé vraiment de tout faire à la carte et en l'occurrence au VOR pour la traversée, j'ai préféré la faire en effet avec Étienne, du coup c'est son prénom, qui lui avait déjà une bonne expérience et qui a su me guider en cas de problème. Il m'a pas, enfin, en fait, il m'a laissé faire mes bêtises, mais il a été là en cas de gros problèmes. C'est-à-dire qu'il m'a un peu quand même aidé pour tout ce qui est, surtout sur la traversée, il m'a beaucoup aidé parce que faire une traversée au VOR, c'est un peu compliqué. Et du coup, lui, il l'avait déjà fait, donc il a réussi un peu à m'aider sur. Enfin, il m'a donné des petits tuyaux, on va dire. Oui, c'est bien d'avoir comme ça eu son binôme pour une première fois, c'est très bien. C'est ça, mais du coup, ça m'a permis un peu de prendre confiance en moi et si je me dis que demain, si
si cette occasion se représente, je pense que je pourrais le faire seule. Ça t'a fait mûrir, c'est le cas de le dire. Ça s'appelle le mûrissement, mais c'est bien ça. Et oui, le travail de base en GPS, sans GPS, je veux dire, c'est formidable parce que ça va te permettre à l'avenir de tout matérialiser parce que malheureusement, maintenant, les gens avec les GPS, le cerveau ne va plus marcher. Ils vont n'être que des exécutants guidés et il faut se raccrocher à la base quand il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. Bah, c'est ça en fait, c'est que en fait, je trouve ça génial, le GPS, etc. Le problème, c'est que il y a certains pilotes, je pense, qui en deviennent vraiment dépendants. Et c'est-à-dire que s'ils partent en vol et qu'ils ont oublié de charger leur téléphone ou ou leur iPad et que ils ont plus de batterie et que là ils ont plus leur GPS, et bah ils sont un peu perdus lorsqu'ils doivent. Un peu en panique, ouais. C'est ça. Et ils savent plus lire des cartes. Ils savent plus lire des cartes, c'est terrible. Hein. Ouais. Donc voilà, j'ai pas envie de devenir comme ça. Et puis je me dis que si j'arrive à devenir pilote, et je l'espère, normalement dans mon avion de ligne, suivre un plan de vol, etc., le pilote automatique, etc., j'aurai l'occasion d'en faire. Donc j'ai vraiment envie de garder ce plaisir et de dire quand je prends mon petit avion, et bah, genre c'est vraiment à la carte et au VOR et à ONDB éventuellement, mais c'est vraiment à la vue, quoi. On imagine bien tous les pionniers qui ont fait au cap et à la montre et ça marche, mais il y a une petite part de suspense quand on ne trouve pas un terrain. Après, il faut être méthodique, ça oblige à être méthodique aussi. C'est ça. Bah, moi, comme je disais, je me suis perdue pendant mon Tour de France. Mais d'un autre côté, en fait, ça me permet aussi maintenant, c'est vrai qu'en fait, quand on s'est jamais perdu, on a vraiment cette appréhension de se dire si je me perds, comment je fais. Et en fait, le fait, moi, personnellement, de m'être déjà perdue, bah, en fait, maintenant, quand je me perds, bah, je ne panique pas du tout. En fait, je sais comment faire, je suis très méthodique, je me dis, bon, bah, ok, je me suis perdue, ça fait combien de temps que j'aurais dû être à tel point, ça fait tant de temps. Je vois pas, qu'est-ce que j'ai autour de moi, est-ce que j'ai un VOR, je fais des croisements de VOR, dans le pire des cas, bah, j'appelle la tour. Le principal, c'est que bah, mon moteur il tourne et que j'ai de l'essence. Hein. Après, le reste, il suffit juste de faire des croisements de VOR et d'appeler éventuellement la tour en cas de gros besoin si on n'arrive vraiment pas à se retrouver, quoi. Donc voilà, je sais que j'essaye vraiment de simplifier les choses. Je me dis, si demain j'ai un problème, moi je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai de l'essence et que mon moteur tourne, bah, ma vie n'est pas en danger en fait. Exactement, c'est bien ça. Et quand on peut remettre les gaz aussi et qu'on a de quoi tourner, c'est toujours bien. C'est ça. Alain, donc il a fait un beau texte sur c'est le pilote du flot qui est étampe Vervins dans le brouillard. Dans le brouillard, et puis il avait surtout il n'avait pas de boussole. Il avait simplement une petite boussole breloque et qui n'a pas fonctionné parce qu'avec le métal du moteur, elle n'indiquait plus rien du tout, quoi. Donc il s'est juste repéré au sol et avec le soleil. D'accord, bah, c'est une belle histoire. Il avait son ombre sur l'aile gauche, non, sur l'aile droite, ouais, c'est ça. Et il a gardé toujours son ombre sur l'aile droite. Je ne sais pas si vous voyez, c'est lui là qui est passé du cheval à l'avion. Faut que tu recules un peu. Recule, encore. Non, on ne voit pas. Ah, ça y est, ça vient. Peut-être tourner un peu. Il y a du reflet ? Ouais. Ouais, là, ouais, du cheval, d'accord, super. Donc c'est vous qui avez écrit ce livre, bah, c'est génial, félicitations. C'est lui qui l'a écrit en 1937, parce que c'était un homme qui était très pudique, il n'aimait pas trop les journalistes. Quand il se faisait photographier, il les enguirlandait parce qu'il disait c'est pour la nécrologie, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'accidents. Et en fin de compte, c'est son beau-frère, Pierre de Noailles, qui lui a demandé juste en 1937 de pouvoir raconter justement son vol. D'accord. Et il l'a écrit dans ce livre-là. Et je me suis inspiré de ce livre-là
pour écrire l'article, parce qu'évidemment, ici dans le secteur, personne ne le connaît, quoi. D'accord. Il a fait ce vol il y a 110 ans. Alain habite dans la région de ma famille en Thiérache, si vous ne connaissez pas. D'accord. Parce qu'on est tous pilotes là, c'est ça? Vous, Christine, vous êtes pilote de 380, c'est ça? Retraitée maintenant, mais je fais de l'instruction à Logne. D'accord. Le club Paris Aéro, où est Judith, et Muriel aussi, la secrétaire d'ailleurs. Ok. Ouais. Secrétaire Alors par contre, moi je ne suis pas pilote, je suis un passionné d'aviation. Si j'ai sauté d'avion, d'ailleurs du 172, j'ai sauté de cet avion-là. Et ça, c'était il y a 40 ans. Et autrement, je suis passionné d'aviation, simplement. D'accord, bah, c'est déjà très bien, c'est déjà génial. Super, super, super. Bah, écoutez, du coup, Christine, Judith et Muriel, ce serait avec plaisir de vous rencontrer à Logne. Et vous aussi, Alain, si vous avez moyen de descendre sur Paris. Je pense que nous, les filles, on aura moins de problèmes à se voir, vu que moi, je suis régulièrement à mon aéroclub à Logne. Donc, Ah oui, moi, il y a des fois, j'y vais tous les jours. Avec l'instruction, après le déconfinement, ça va reprendre à 200%. Ah alors dans ce cas-là, on aura l'occasion de se rencontrer et puis de se parler de vive voix autour d'un verre ou quoi que ce soit. Oui, on va se rattraper. Alors, à Logne, il y a un nid en matière de femmes pilotes. Hein, parce qu'il y a aussi la trésorière qui est aussi là. Il y a un nid, il y a pas mal de femmes pilotes de l'association qui sont à Logne. Voilà, D'accord. je dis ça entre parenthèses. Bah, c'est-à-dire, c'est marrant parce que après, plus on est nombreuses et plus ça attire les filles, je sais pas. Se sentent plus à l'aise. Il y a beaucoup de filles dans ton aéroclub? Alors moi, on est 5 à peu près, donc non, pas beaucoup. Ah oui, en effet, 5. 5 sur combien? Vous êtes combien au total? On est 200. Un peu oui, moins alors là, oui, il n'y a pas le quota. Ah non, il n'y a pas le quota. Pour le quota, il faudrait être une quinzaine. Ouais. Donc, il va falloir faire la pub. Je crois qu'à Logne, on a notre quota à Logne. Oui, c'est vrai que la moyenne, ça s'est monté quand même à 11%. Avant, il n'y avait que 5%. C'est la moyenne des clubs, mais il y a des clubs où il y a une ou deux filles, c'est tout, c'est sûr. Il y a du boulot encore. Comment c'était venu l'idée de piloter? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est une passion qui est toute jeune? C'est venu comment? Alors moi, j'ai mon grand-père et mon père qui sont dans l'aéronautique en fait. Donc c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai le droit aux discussions aéronautiques, aux discussions avions. Donc en fait, je pense que je baigne un peu là-dedans depuis que je suis toute petite. Mon papa travaillait à OEM et à Aigle-Azur. Donc j'ai eu l'occasion de voyager en GP, de voyager dans le cockpit. Donc je pense que quand on est enfant et qu'on rentre dans un cockpit, on voit tous ces boutons, j'ai un peu été émerveillée. Et c'est vrai que moi, c'est depuis que je suis en 6e, donc depuis que j'ai 10-11 ans, j'ai toujours voulu devenir pilote de ligne. Eh ben, bravo. Je te souhaite que la reprise arrive. Enfin, de toute façon, le temps que tu fasses ta formation, ça va déjà aller mieux, je pense. J'espère. Après, on verra. J'essaye de vivre au jour le jour et de ne pas trop penser au Covid. Mais, c'est sûr, c'est sûr. On verra bien. On a la plus jeune adhérente de l'association. Elle a 13 ans, je crois, Judith. Elle pilote, il y a son père qui l'a inscrite avec des instructeurs depuis qu'elle a 8 ans. C'est génial, hein. J'en connais hein, des gens qui sont nés dans un avion. On a le fils de notre chef pilote là, dans mon aéroclub qui est né dans un avion et c'est pareil. C'est pas vrai. Si, ouais, non, il y en a. Hein. Oui, j'ai vu que ton aéroclub est assez dynamique. Vous êtes inscrit à la fête de l'aviation du dernier week-end de septembre? Je sais pas, je suis pas au courant. J'ai vu dans la liste. C'est la Brie, c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que sur votre site, c'est marqué que vous organisez des événements aussi?
Bah, je sais que mon aéroclub est, ouais, est très actif. On a on a un bon groupe de jeunes, donc on fait vachement vivre l'aéroclub, donc c'est sympa. Maintenant, je suis pas au courant de ça. Peut-être qu'on sera mieux. L'année prochaine, je viens d'avoir ce matin Géraldine Galland qui qui a été l'initiative d'une fête de l'aviation qui englobe tout ce qui vole, hein, des parapentes aux avions d'assaut. Elle voudrait donc faire ça sur toute la France, dernier week-end de septembre. Nous, on aura notre rassemblement des fans de l'air à Besançon pour nos 50 ans. Et on avait lancé l'année dernière, ce qu'on pourra encore perfectionner pour les autres clubs, c'est des soirées sur la première femme pilote afro-américaine, Bessie Coleman, parce que l'année prochaine, ça sera les 100 ans de son brevet. D'accord. On aura en tout cas une soirée à l'Aéroclub de France programmée le 14 juin avec le film sur Bessie Coleman en présence du réalisateur. D'accord, super. Bah écoutez, génial. Si je suis disponible, je me joindrai à vous avec plaisir. Ok. Je ne sais pas si tu es inscrite, tu n'as pas les infos d'association Non, j'ai pas les infos de l'association. Donc, si tu veux adhérer... Oui, bien sûr. Bien sûr, sans souci, sans souci. Alors, je vais être obligée de vous quitter. Merci pour tout. En tout cas, je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir soutenu dans ce projet. Vraiment. C'était vraiment génial. Et puis, comme je vous dis, à la fin du confinement, s'il y a la possibilité qu'on se rencontre, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer de vive voix. Nous aussi. Et si tu as un autre projet, n'hésite pas à nous recontacter. Je n'hésiterai pas. En tout cas, merci beaucoup.